bonsoir et bienvenue dans 85 Chrono, l'émission sport du jeudi soir sur TV Vendée, avec comme chaque jeudi à mes côtés Alexandre Lenaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Vous nous présenterez notamment les rendez-vous sportifs du week-end, mais aussi un entretien que vous avez réalisé avec le skipper sablais Sébastien Simon. Ce sera dans quelques minutes. Une émission dans laquelle on va parler athlétisme, on va parler cross, on va parler piste aussi. Et donc notre expert Johan Jadot est avec nous. Bonsoir Johan. Salut Aurélien. Et 3 invités avec nous ce soir. De droite à gauche, on reçoit Javot Guéret. Bonsoir Javot. Bonsoir. Athlète de l'OVA, Ouest Vendée Athlétisme, qui sera au championnat de France élite en salle ce week-end à Miramas sur 3000 mètres. On accueille également l'entraîneur de l'OVA, Pierre-Yvan Bourquin. Bonsoir. Bonsoir. Et puis un athlète de l'ABV, l'athlète Bocage Vendée, qui lui sera aux interrégions de cross ce week-end à Châlons. Théo Rajo. Bonsoir Théo. Bonsoir. Johan, grand rendez-vous ce week-end à l'hippodrome Éric Raffin à Châlons. Oui, c'est vrai que c'est le grand rendez-vous de l'interrégion, donc la Ligue des Pays de la Loire et du Centre Val-de-Loire. Quasiment 2300 athlètes seront réunis sur l'hippodrome. Bon, on a l'habitude de cet hippodrome. Il y a déjà eu des championnats de France, des championnats régionaux, mais je ne crois pas qu'il y ait eu un interrégion d'ailleurs, une demi-finale. Jamais. Et puis bien sûr, l'OVA sera à domicile, donc justement, on a Pierre-Yvan qui entraîne beaucoup de personnes au Ouest Vendée Athlétisme et qui tire, je pense, à un bilan des régionaux plutôt très positif avec 10 titres, je crois, et 10 podiums et 8 titres. Oui, un bilan excellent aux régionaux. C'est la première fois qu'on réalisait autant de titres et de podiums, avec 2 titres individuels majeurs sur les courses seniors notamment, des titres par équipe. Donc voilà, on a réussi à être le club le plus titré de la région, donc c'est une satisfaction et on espère faire aussi bien dimanche au Pré-France. C'est vrai que ça a commencé avec une belle surprise à Pontchâteau. Au sprint, on a eu d'ailleurs, je pense qu'on a la photo finish en régie, la photo finish au sprint de Tom Jouette de l'OVA, fraîchement arrivé, puisqu'il était avant du côté de Saint-Brieuc, je crois. Et puis avec Jawad Abdelmoula, un habitué également, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps effectivement sur cross-court. Magnifique photo finish et qui donc tourne à l'avantage de Tom Jouette. Anaïs Chevrier sur le cross long, bien évidemment, avec Clarisse Picard juste derrière. Lona Gandon également. Lona qui fait ses débuts en espoir. Lona, on la connaît principalement dans le triathlon, mais cette année, elle s'essaye au cross. Oui, Lona avait une année où elle pouvait essayer les crosses. Elle a voulu tenter l'aventure avec nous. Et donc, ça se passe plutôt bien puisqu'elle a gagné les départementaux et les régionaux. Et voilà, ça lui plaît. Donc, c'est le principal. Et ça aide aussi, bien sûr, l'équipe à remporter des victoires. Et puis le titre à défendre, notamment chez les féminines, puisqu'on les a à l'écran. Après la victoire aux régionaux d'Anaïs, il y a un beau collectif féminin du Ouest Vendée Athlétisme, qui d'ailleurs, les filles sont championnes interrégionales en titre. Donc là, on va essayer de garder le titre à domicile. Voilà, on avait réussi à gagner l'année dernière à Châteauroux, au Pré-France. C'était la première fois sur le long. Auparavant, on avait plutôt une équipe sur les cross-courts. Donc là, on va défendre notre titre dimanche face à une belle équipe de la 3 Tours. Ouais. Donc on va aligner nos meilleures coureuses du moment là, sur la saison de cross. On espère batailler pour le titre et obtenir à l'arrivée. Un mot Javot quand même sur le cross, même si vous avez votre actualité, c'est en salle et sur piste, mais vous êtes habitué normalement chaque année à participer au cross. Ça vous manque pas cette année d'avoir en voyant les collègues se préparer pour ces inters? Ouais, on a hésité un petit peu, mais c'est vrai que là, ce week-end, ça tombait mal. C'est vrai que souvent les championnats de France élite en salle tombent le même week-end que les interrégionaux de cross. C'est pas nouveau, mais là, entre Marseille et Châlons, il y a quelques kilomètres, donc c'était compliqué cette année d'allier les deux, mais je me fais pas de soucis. Les filles, cette année, ont une équipe costaud et il n'y a pas de raison qu'elles fassent pas de belles choses dans la boue. Javot, pardon, j'allais dire Jawad, pas du tout. Javot qui a battu son record perso, on parlait du 3000, record de Vendée d'ailleurs, en salle, bien sûr, parce que à l'extérieur, c'est un peu différent. 9,41. Oui. Plutôt satisfaite de débuter la saison de cette manière, Javot? Alors, c'est un record, donc satisfaite, mais j'espère que ça va descendre encore. C'est vrai que l'objectif chronométrique visé était un petit peu plus bas. Donc, si tout se passe bien, j'espère que ça descendra ce week-end. Après, ça reste un championnat de France, donc on ne sait pas trop comment ça va courir, mais normalement, ça devrait courir plus vite.
On verra ça vendredi soir aux Zénith à Miramas. Théo, lui, a fait le choix cette année. Théo, on te connaît en bon pistard, mais en bon crossman aussi. Comment tu as effectué ton choix cette année pour être soit sur les crosses ou soit sur une saison en salle d'hiver? C'était un peu par défaut parce que je me suis blessé après les départementaux de cross. J'ai quand même essayé de faire une sortie en salle la veille des régionaux de cross court qui s'est pas très bien passé. Donc j'ai abandonné au bout de 1000 mètres. Et voilà, j'étais moins préparé pour la salle cette année et je voulais vraiment axer sur le cross. Le cross, c'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est une bataille entre hommes et il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de tout ça. Le parcours est dur et je trouve que voilà, c'est important de passer par le cross l'hiver pour faire un bel été ensuite. C'est pour ça que je serai dimanche au départ des pré-France. Et comment vous les abordez justement, ces pré-France, avec quel objectif? L'objectif de faire une belle course intelligente, de tout donner pour ne rien regretter, être content de ma course. Et bien sûr, j'ai gagné l'année dernière donc, à Châteauroux. Donc j'ai l'ambition de réitérer ce résultat. Après, il y aura de très beaux clients, Tom Jouette, Jawad Abdemoula qui ont terminé devant moi aux régionaux et Romain Mornay apparemment qui sera là. Et ça me fait très plaisir de courir contre Romain. On n'a pas beaucoup l'occasion de courir contre sur piste ou en cross. Donc ça va être, je pense, une très belle bataille et que le meilleur gagne, comme on dit. Ouais, parce que c'est vrai que Romain Mornay sera lui aussi aux Zénith à Miramas et il a confirmé, visiblement, il sera là dimanche pour l'équipe. C'est un gros week-end pour Romain Mornay. Donc gros week-end, mais ça va être intéressant parce que comme le dit Théo, c'est le champion interrégional en titre, donc forcément il a sa couronne à défendre et puis peut-être espérer un beau ticket, en tout cas une belle motivation pour les France, où Théo d'ailleurs a déjà terminé, je crois que c'est 6ème de la meilleure place. 6ème des France de cross-court, ouais. À Montauban. Voilà, tout à fait. C'est pas et mal. là, pour info, les France auront lieu à Cap Découverte, c'est à Carmaux, ce sera dans le Tarn, ce sera donc le 9 et 10 mars, donc voilà, ça va être un beau parcours. J'essaie de trouver des infos d'ici dimanche, mais voilà, on devrait avoir un beau parcours. Allez, on continuera à parler cross, course à pied, athlétisme dans quelques instants, mais c'est l'heure d'énumérer les premiers rendez-vous sportifs du week-end, Alexandre. Et on va commencer tout de suite avec du cyclisme, suite et fin de la 37e édition du circuit des plages vendéennes. Samedi matin, place d'abord au contre-la-montre par équipe autour de Beauvoir-sur-Mer, et puis dimanche, 4e et dernière étape à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 145 km au programme, départ 13h30 et à suivre en direct sur TV Vendée à partir de 15h. Les garçons terminent ce week-end, les féminines auront elles rendez-vous avec ce circuit des plages vendéennes samedi et dimanche. La première étape ce sera samedi sur un circuit de 112 km tracé autour de Beauvoir-sur-Mer, une course qui sera aussi retrouvée en direct sur TV Vendée à partir de 15h, et puis dimanche, rendez-vous de contre-la-montre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour les pilotes du circuit des plages vendéennes féminins. Ce week-end est aussi marqué en football par la reprise du championnat de National 2. Pour le compte de la 16e journée, le leader Herbretet affronte Trélissac, avant pénultième au classement. Rencontre lancée demain, vendredi à 19h au stade Massabielle. A noter que le lendemain, La Roche VF 3e jouera à Saumur, avant-dernier au classement. En National 3, là aussi samedi soir, place à la 16e journée. Chaland, actuel 10e, reçoit la réserve du FC Nantes, leader du groupe. Le Vendée Fontenay Foot tentera de porter sa série d'invincibilité à 8 matchs avec la réception de la réserve des Chamois Niortais à 18h. 3 formations à l'extérieur. Lanterne Rouge, les Sables FCOC affrontent Saint-Nazaire. Le Poiret-sur-Vie ira sur le terrain de l'équipe 2 du Stade Lavallois. Et puis la Châtaigneraie se rendra à Choret. Et puis samedi soir, toute autre discipline également. Place à du waterpolo et la 10e journée du championnat régional. Le waterpolo lyonnais accueille Angers. Début de la rencontre samedi soir 20h à la piscine Arago de La Roche-sur-Yon. Et d'autres rendez-vous à venir tout à l'heure dans l'émission, mais on va parler de voile maintenant. Et avant de passer à l'entretien avec le skipper sablais Sébastien Simon, un mot sur l'affaire qui secoue le monde de la voile ces derniers jours. Un soupçon de triche lors de la dernière édition du Vendée Globe. Un mail anonyme qui a été transmis à la Fédération de voile ainsi qu'à plusieurs médias avec des captures d'écran montrant des discussions entre Clarisse Kremer, qui était en mer lors de la dernière édition du Vendée Globe, et son mari Tanguy Le Turquet qui lui était à terre. Discussion portant sur un choix de route maritime à prendre, des échanges qui donc peuvent s'apparenter à du routage météo, ce qui est formellement interdit par le règlement. La Fédération de voile a donc lancé une enquête. Clarisse Kremer, quant à elle, a réagi ce jeudi et dans un communiqué, elle se défend en expliquant que Tanguy Le Turquet ne lui a fourni aucune information qu'elle n'avait déjà et qu'elle a toujours fait ses choix stratégiques seule et sans assistance. Alain Leboeuf, le président du Vendée
Vendée Globe a lui aussi réagi en disant qu'il faisait entièrement confiance à l'autorité sportive référente et qu'il attendait les conclusions de l'enquête. Il a également évoqué dans une interview accordée à nos confrères de Ouest France la possibilité à l'avenir d'installer des boîtes noires pour enregistrer les communications des skippers, un dispositif qui ne pourrait cependant pas voir le jour avant 2028. On précise que Clarisse Kremer, 12e du dernier Vendée Globe, ainsi que Tanguy Le Turquet sont tous les deux candidats à la prochaine édition du Vendée Globe qui s'élancera le 10 novembre. Et donc on reste dans la voile avec l'entretien de 85 chrono. Et donc Alexandre, vous êtes allé à la rencontre de Sébastien Simon, un autre candidat au prochain Vendée Globe. Et un skipper sablé qui prépare donc son deuxième Vendée Globe après avoir abandonné en 2020. Sébastien Simon espère cette fois au moins boucler la course avec un nouveau sponsor, le groupe Dubreuil, un skipper vendéen, un sponsor vendéen. Voilà le projet. Nous revenons bien sûr sur ses différentes ambitions pour l'année à venir avant le grand départ du 10 novembre, mais nous parlons aussi des quelques péripéties qui l'ont accompagné sur le retour à la base fin 2023. C'est ce que je vous propose de retrouver dès maintenant dans l'extrait de cet entretien. Bonjour Sébastien Simon. Bonjour. Nous nous retrouvons ici au Sable d'Olonne, votre port d'attache, vous qui êtes le skipper du groupe Dubreuil et candidat au départ du prochain Vendée Globe. Ce sera le 10 novembre prochain. Tout d'abord Sébastien, peut-être une première question puisqu'on vous voit ici avec un corset. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Effectivement, ma blessure de la dernière transatlantique m'a laissé quelques séquelles. Donc pour l'instant, je suis en repos. Et donc j'espère que ma fracture des cervicales va se réparer très prochainement pour me permettre d'attaquer la saison 2024 avec envie et motivation. On peut peut-être rappeler justement ce qui vous est arrivé. C'était lors du retour à la base, la course retour de la Transat Jacques Vabre, qui cette fois celle-ci était en solitaire. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, gros mouvement on va dire à l'intérieur de votre IMOCA. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonne question, parce que j'en ai pas un grand souvenir, si ce n'est que effectivement j'ai eu une commotion cérébrale et j'ai eu une très très grosse plaie à la tête qui m'a obligé à me recoudre le crâne avec 9 agrafes moi-même. J'imaginais pas faire ça un jour, mais l'instinct de survie probablement. En tout cas, j'ai aucun souvenir réel de ce qui s'est produit pendant ce moment-là, puisque c'est une réelle commotion qui m'est arrivée. J'ai mis quelques instants à retrouver mes esprits, savoir où est-ce que j'étais, ce que je faisais là dans mon IMOCA. Et puis ma mémoire m'est revenue au fur et à mesure. On m'a décelé une fracture des cervicales, ce qui expliquait probablement ma très forte douleur au dos pendant tout le reste de la transatlantique. Voilà pourquoi je porte un corset. Donc je suis le protocole relativement strictement, dans le sens où je dois le porter jusqu'au 22 mars, et ce qui me permettra d'avoir un mois de rééducation d'ici le départ de la première transatlantique en 2024. Moi j'ai qu'une hâte maintenant, c'est me débarrasser de ce corset, c'est de reprendre la préparation physique, et puis c'est de retourner naviguer sur mon bateau et partir en transat et prendre le départ de ce Vendée Globe, et surtout franchir la ligne d'arrivée cette fois. Avant le Vendée Globe, il y a cette période hivernale dans laquelle nous sommes qui est importante pour les skippers. Préparation physique, chantier. Cette préparation physique, elle est légèrement modifiée forcément au vu de votre situation, Sébastien ? Effectivement, c'est pas dans mes habitudes, mais la préparation physique est presque nulle. Un petit peu de home trainer, je suis passionné de vélo comme beaucoup le savent. De triathlon aussi ? De triathlon, effectivement. Donc j'ai branché mon vélo sur un home trainer. Et sinon, à part ça, je ne fais que travailler que mon cerveau. Je travaille beaucoup, effectivement, dans la préparation du bateau. On va avoir un bateau entièrement repeint pour la prochaine mise à l'eau fin mars. Et puis, on va essayer de travailler aussi beaucoup sur des sujets d'électronique pour fiabiliser le bateau et aussi sur des sujets d'ergonomie en tirant des leçons de tout ce qui m'est arrivé jusqu'ici. C'est un bateau qui a déjà effectué un tour du monde, donc il avait vraiment besoin d'un gros refit. Ça nous permet aussi de progresser et de continuer de travailler sur le bateau pour essayer déjà de boucler ces 2 premières transats, puis être sûr, ou en tout cas se donner confiance pour aller au bout de ce Vendée Globe. En tout cas, vous l'avez dit, Sébastien, il a déjà fait un tour du monde ce bateau. L'IMOCA, c'était celui du E-Events Hour Racing Team qui a gagné The Ocean Race. En juillet 2023, donc le groupe Dubreuil rachète cet IMOCA, vous place à sa tête un skipper vendéen, un sponsor vendéen. Vous en rêviez, vous y attendiez à ce genre de choses ? C'est génial, je m'y attendais non, parce que ça a été, j'avoue, depuis mon précédent projet, énormément de travail pour retrouver un partenaire. Je ne saurais même pas vous dire le nombre d'emails envoyés, le nombre de rendez-vous déclenchés, etc. et le nombre de nuits à rêver d'être au départ de ce Vendée Globe 2024. Vous vous êtes dit, peut-être j'y serai pas à un moment ? Ça m'est arrivé, mais disons que j'ai du mal à abandonner. Donc, je pense que je l'ai encore prouvé. J'aime aller au bout des choses et quand j'ai une idée en tête, en général, je finis toujours par obtenir ce que je veux. En tout cas, j'espère qu'on va aller au bout de ce Vendée Globe et que le projet ira au-delà et s'inscrira dans la durée avec
je l'espère, en tout cas on en rediscutera le moment venu avec le partenaire, mais un jour, mon rêve, pas celui-là parce que j'en suis pas prêt et ce n'est pas notre objectif, mais un jour j'espère remporter le Vendée Globe. Donc voilà, je suis heureux de faire partie de cette aventure et d'être à la tête d'un bateau comme celui-là. Alors en tout cas, 2 cases ont été cochées à l'agenda début 2024. La Transat CIC, la première de la saison qui partira le 28 avril de Lorient pour aller jusqu'à New York, et puis la New York Vendée-les-Sables, la course retour à partir du 29 mai. Sébastien, quels vont être les 2 objectifs sur ces courses? Est-ce que les objectifs sont similaires? On travaille des choses différentes? L'objectif, il est clair, il est simple, c'est d'aller au bout des transats. Voilà, avec un bateau en un seul morceau. On veut essayer de fiabiliser le bateau. Il n'y a pas d'objectif de résultat. Par contre, la performance est bel et bien là, puisque aller au bout de ces 2 transats sans encombre est déjà une performance en soi. On a besoin d'acquérir encore de l'expérience tous ensemble pour progresser. Nos objectifs, ils sont simples, c'est d'aller au bout des courses, d'aller au bout du Vendée Globe, et donc ça passera aussi par aller au bout de ces 2 premières transats. Le grand départ du Vendée Globe, c'est dans un peu moins de 270 jours. Vous disiez aussi récemment que votre IMOCA, donc groupe Dubreuil, était conçu pour jouer les premières places. Est-ce qu'on parle du coup de finir le Vendée Globe et ou d'avoir aussi une bonne place à l'arrivée? C'est une question difficile et d'autant plus pour moi qui suis un compétiteur acharné. Mais non, l'objectif, il est clair et net, c'est de finir le Vendée Globe. Et je sais qu'être au départ du Vendée Globe est déjà une victoire en soi. Franchir la ligne d'arrivée est une autre victoire, et pas des moindres. J'ai été 4e quand j'ai abandonné le Vendée Globe en 2020, et ma frustration était immense au moment de mon abandon, et j'ai pas eu le choix, malheureusement. Je veux aller au bout de ce Vendée Globe, mais l'objectif aujourd'hui, il est clair avec les partenaires, c'est d'aller au bout des courses. Si j'ai l'opportunité de revenir en 2028, je promets que j'assumerai mon envie de gagner le Vendée Globe. Sébastien Simon, vous avez 33 ans aujourd'hui? 33 ans. C'est ça, 34 ans au moment du départ. Oui. Qu'est-ce qui a changé entre le Sébastien Simon de 2020, qui s'apprêtait à faire son premier Vendée Globe, et le Sébastien Simon d'aujourd'hui, qui est en course pour son 2e? Je dirais que j'ai subi beaucoup de choses, des déboires, des mésaventures, j'ai rencontré des mauvaises personnes, j'ai eu des histoires très très difficiles où j'aurais très bien pu être en dépression, ça existe. Aujourd'hui, je vois ce partenariat avec le groupe Dubreuil comme une opportunité unique, une seconde chance. Et clairement, j'ai pas envie de la laisser passer. Clairement, j'ai vraiment la détermination, l'envie et le courage d'aller au bout de ce Vendée Globe. Voilà. Merci Sébastien Simon. Et prochain rendez-vous donc pour vous sur l'IMOCA Groupe Dubreuil le 28 avril avec la Transat CIC. Merci beaucoup. À bientôt. Et voilà un entretien qui est retrouvé dès à présent en replay, bien sûr, sur le site de tvvendée.fr. Allez, on reparle athlétisme, course à pied avec donc ces interrégions de cross-country ce dimanche à l'hippodrome Éric Raffin à Challans avec 84 athlètes de l'OVA, club le plus représenté, Pierre-Evan. Oui, c'est ça, 84 athlètes, donc des minimes jusqu'au master. Il y aura des participants de l'OVA sur toutes les courses. Voilà, c'est la première fois qu'on a autant de participants, ce qui montre la quantité aussi de l'effectif, et pas uniquement quelques individus sur les podiums. Il y a aussi tout un collectif derrière avec quasiment une équipe dans chaque course. Donc on va dire 6 à 8 coureurs minimum par catégorie. Sur un parcours forcément bien connu, la plupart des athlètes vendéens, comme disait Johan, il y a déjà eu plusieurs championnats, mais notamment des championnats départementaux. Quelles sont les particularités de ce parcours à Challans? Alors le parcours, il est, oui, tout le monde le connaît, enfin beaucoup, parce qu'il y a eu des championnats de France en 2006, il y a eu des départementaux en 2017. Il est assez roulant, mais il y a beaucoup de petits toboggans, des petites buttes, 2-3 petits dévers. Il y a quand même 1 ou 2 parties aussi en ligne droite, donc selon s'il y a le vent, ça peut jouer. Mais il est quand même varié, c'est pas un hippodrome tout plat où on tourne en rond, il y a quand même pas mal de relances, de virages. Par contre, voilà, par rapport à Pontchâteau la semaine dernière, il est quand même un peu plus facile. Oui, effectivement, ce sera un parcours complètement différent. On va se rapprocher, on va dire, des standards qu'on pourra voir aux France, par exemple. Javotte, on le rappelle, sera pas sur... quoi qu'elle a peut-être le temps de changer d'avis. Non, elle était 4e, Javotte, l'année dernière, quand même, sur ces championnats interrégionaux. Mais tu l'as dit, tu n'aimes pas les crosses. Et donc, cette année... ça va être une saison qui a commencé donc en salle et qui va se poursuivre toute l'année sur piste. Est-ce qu'on sera sur 3000 ou sur 5000 ? Cet été ? Ouais. Sur 5000, parce que sur les championnats, il n'y a pas de 3000. Donc il y aura sûrement 1 ou 2 sorties sur 3000, notamment aux interclubs. Et après, ça sera rapidement sur 5000, je pense, parce que cette année, la saison va être très très condensée.
avec l'objectif, j'imagine, d'abaisser les chronos. L'année dernière, record personnel à Carquefou, 16-17. Quelle ambition pour cette année-là ? Alors 16-17, ça avait été une belle surprise pour le coup. Donc déjà recourir à la même vitesse, parce que sur 5000, c'est pas forcément évident, et gagner quelques secondes. On verra ça cet été. Et puis Théo également, qui sera de la partie après avoir accroché les pointes de cross, remettra les pointes pour une saison sur piste, principalement autour du 1500. Principalement autour du 1500, dans l'optique d'abaisser le chrono. Saison dernière, j'ai pas réussi à battre mon record personnel. Et donc j'espère bien cette année mettre les choses en place à l'entraînement et en compétition pour perfer, comme on dit, dans le milieu, et passer la barrière des 3 minutes 40 et de faire le meilleur chrono possible cet été. On n'est pas loin, on est à 3:40-27, je crois que tu avais fait 3:40 ouais. 34 et 3:40-82 l'année dernière. L'année dernière, c'est ça. Et donc on n'est pas loin. Qu'est-ce qui d'après toi manque ? On en parle souvent régulièrement ensemble, mais tu dis que tu es assez fragile, ou en tout cas tu fais un peu plus attention à ton corps. Qu'est-ce qui manque ? Deux choses. Oui, je suis assez fragile, donc je me blesse souvent. Je trouve que depuis quelques temps, je me blesse moins. C'est-à-dire que là, je me suis blessé, ça a été que 2 semaines. J'adapte l'entraînement, je fais plus de vélo, plus de renfo. Et donc, je m'entraîne différemment. Maintenant, ce qui manque, c'est du temps. Parce que Javotte peut, je pense, en témoigner. L'athlétisme, c'est un sport pauvre. On ne peut pas vivre de l'athlétisme. Et pour atteindre des niveaux comme Javotte, comme moi, comme Romain Mornay, comme Thomas Picard, comme plein d'autres, il faut beaucoup s'entraîner, beaucoup s'investir. Et forcément, quand on travaille à côté, c'est pas évident de tout faire. Donc, du temps et ouais, peut-être un petit peu moins de fragilité du corps humain. Et Théo, d'ailleurs, je signale, qui entraîne aussi, donc qui donne de son temps pour d'autres personnes. Tu as une structure d'entraînement que tu as créée, tu suis également des coureurs. À distance, voilà, j'ai une vingtaine de coureurs en France que j'accompagne et c'est un vrai plaisir d'entraîner. Je me tourne vers toi qui entraîne aussi. Moi, c'est un peu différent parce que je suis pas sur place, mais je crée des vraies relations avec les athlètes et quel plaisir de les voir progresser, battre leur record. Et c'est autre chose, c'est différent des sensations qu'on peut avoir en tant qu'athlète. Pierre-Evan qui suit également beaucoup. Combien d'athlètes, Pierre-Evan, à peu près J'avoue que je pourrais même pas vous répondre exactement. Je sais pas, 60, 70. Alors répartis entre les Sables d'Olonne, Chaland, des minimes au master aussi. Donc des garçons, des filles, c'est très varié sur toutes les distances. Moi je suis au quotidien, donc il y a des coureurs de 800-1500, des coureurs de 5000, 10 000 et plus. Donc ça fait pas mal de monde. Ouais. Avec beaucoup d'objectifs différents, et c'est ça qui est intéressant, mais qui au long de l'année, il faut jongler avec tout ça. Voilà. Ouais. Et donc on a dit 84 athlètes présents ce dimanche à Chaland. À quoi ressemblerait en termes de résultats des interrégions réussies pour l'OVA ? Est-ce que vous fixez des objectifs ? On a toujours en athlé, on a un sport de chiffres, donc on aime bien regarder un petit peu les résultats des années d'avant. Notre record du club de podium à ce niveau-là, c'est 4 podiums. Donc on aimerait en faire au moins 5. Donc je parle équipe et individuel confondus. On a peut-être un petit peu plus que 5 possibilités. Donc on sait qu'on ne peut pas toujours toutes les réussir le jour J. Donc voilà, réussir ça. Et puis par rapport, là on va jouer les qualifs pour les France. On a 22 qualifiés aux France comme meilleur score. Donc on va essayer de faire mieux que 22 qualifiés aux France. Après on sait que ça peut aller vite, une équipe c'est 6 coureurs, donc si l'équipe passe ou passe pas, il y en a déjà 3 ou 4 qui peuvent être en indiv, mais il y en a 3 ou 4 qui peuvent sauter, donc ça peut aller vite. Donc voilà, un bon championnat dimanche, ce serait autour de 5 podiums et pourquoi pas entre 22 et 25 qualifiés aux France. Eh ben on verra ça. À domicile en plus. Voilà, avec les supporters qui seront à fond. Oui, donc, il y aura les supporters vendeurs forcément. Donc les athlètes dimanche. seront boostés. Johan, on va balayer un peu le reste de l'actualité athlée, et puis on va commencer avec la triste nouvelle, la disparition il y a quelques jours d'un grand champion. Ouais, effectivement, à chaque fois que je commence une chronique, j'annonce un mort, ça devient une mauvaise habitude malheureusement. La course brisée de Kevin Kiptoum, une comète universelle du marathon, s'en est allée à 24 ans. Kiptoum qui était tout juste recordman du monde du marathon, l'abaissant à 2:00:35, c'était au marathon de Chicago en octobre dernier. Il est mort tragiquement dans un accident de voiture
la semaine dernière, et il avait promis qu'il essaierait, qu'il tenterait de courir le 14 avril prochain au marathon de Rotterdam et peut-être de passer cette barrière des 2:00 dans une compétition officielle. Voilà, c'est comme ça, c'est un destin tragique malheureusement. Et vous avez également souhaité parler de Clémence Calvin. Oui, alors je voulais vous parler de tricherie. Alors rien à voir avec la célèbre base de loisirs où j'allais avec Gladys, ma petite copine de l'époque, me baigner à Ménard-la-Barrotière. Ça, c'est une dédicace pour Maxime Vauzel. Non, je veux bien sûr me concentrer sur la triche dans le sport, bien évidemment. Et je vais me concentrer principalement sur l'athlétisme, parce qu'il y a différentes formes de tricherie. Et là, on va se concentrer sur le dopage, ou la soustraction à un contrôle antidopage. Alors, ce qui a éveillé ce sujet, c'est le retour de Clémence Calvin aux affaires sur le 10 km de la prom classique. Elle a réalisé 32,53, donc un peu plus d'une minute de son record. Comme vous le savez, elle a longtemps été une étoile du cross-country français, titrée dans toutes les catégories au championnat de France de cross, vice-championne d'Europe de marathon et de 10 000. Et donc qui avait battu le record de France au Marathon de Paris en 2019 en pleine tourmente en réalisant 2,23, record qui sera ensuite invalidé parce que ensuite elle a été suspendue. Alors je vais pas refaire toute l'histoire parce qu'elle est assez rocambolesque, etc., etc. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que s'en est suivi effectivement tout ce processus judiciaire avec Clémence Calvin, qui a été suspendu, mais qui a été relaxé dans le procès en diffamation qu'avait intenté l'Agence française de lutte contre le dopage. Et finalement, aujourd'hui, le problème qui pourrait subvenir, c'est que Clémence Calvin pourrait aujourd'hui réaliser les minima pour les JO, pour le marathon. Il faudrait qu'elle fasse moins de 2h26,50. Alors pour certains, ce retour au plus haut niveau est improbable, est inimaginable, mais imaginons un instant que cela se produise. À ce moment-là, plusieurs camps, plusieurs opinions vont alors s'opposer. Ceux qui pensent que Clémence Calvin est une tricheuse et qu'elle n'a pas sa place dans le sport de haut niveau. Ceux qui pensent que Clémence Calvin n'a jamais été contrôlée positive, malgré les quelques 70 contrôles qu'elle a subis dans sa carrière, et qu'un no-show, donc une soustraction à un contrôle, n'est pas un contrôle positif. Ceux qui pensent qu'elle peut participer à des compétitions, mais pas de haut niveau, laissant entendre que les autres courses pourraient être un dépotoir aux ex-dopés ou ex-repentis. Bon bref, ceux qui se rangent derrière le camp scientifique, parce que certains prétendent que parfois il existe une mémoire musculaire et qu'un produit dopant consommé pourrait conserver des bénéfices tout au long de la carrière. Bref, ceux qui sont assez tranchés, dopés un jour, dopés toujours, et ceux qui pensent qu'elle a purgé sa peine et que son retour est légitime. Alors, c'est vraiment une vaste question et ça mérite vraiment un vrai débat sur le sujet, car aujourd'hui, on le sait, la règle est la suivante. Dans notre système, en matière de sanctions de lutte contre le dopage, un athlète ayant purgé sa peine a le droit de retrouver sa place. D'un point de vue moral, c'est une autre question, mais aujourd'hui, comme n'importe quel prisonnier ayant purgé sa peine de prison, elle a le droit à un retour en société et, qui plus est, dans le sport de haut niveau. Alors la question qui se pose, c'est doit-on changer la règle ? Doit-on autoriser le droit à l'erreur une fois et être banni s'il y a récidive ? Doit-on admettre qu'une fois la peine purgée, le retour à la normale doit se faire et il n'y a pas de discussion ? Et là, je me suis dit que j'aimerais pas être président de la Fédération française d'athlétisme parce que quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous allez vous prendre des coups dans tous les sens. Effectivement, parce que chacun aura son avis, et c'est vrai que ça a déjà été le cas par le passé, et d'autres qui ont été repentis. Je pense à Quentin Bigot, qui à 20 ans s'est dopé, voilà. Il a eu un mauvais entourage, et aujourd'hui, il s'investit dans la lutte contre le dopage et peut partager son expérience. Et souvent, l'avis est donné par des hautes instances où il y a souvent des dirigeants un peu plus âgés. Et je voulais profiter justement d'avoir de la jeune génération autour de la table pour, pourquoi pas, avoir leur point de vue individuel, ce sera qu'un point de vue, et de savoir un petit peu qu'est-ce que Javotte ferait dans ce cadre-là, par exemple. Ouais. Non, moi, déjà, dans le cas de Clémence Calvin, c'est un refus d'obtempérer, surtout qu'il a... Parce que dans le cadre, ils ont droit quand même à 3 no-shows. C'est quand même... c'est pas une erreur, c'est 3. On était cet hiver en stage avec des athlètes qui sont justement dans ce cadre. Alors, c'est une contrainte, ils doivent pointer...
tous les jours donner un créneau horaire disponible dans leur journée. Mais moi, de mon point de vue, j'estime que être sportif de haut niveau, parce que c'est que les sportifs de haut niveau qui ont ce statut-là, dans notre sport, c'est difficile. Théo l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont des sponsors, qui ont des contrats rémunérés. J'estime que les athlètes qui ont en général ces contraintes-là, c'est des athlètes qui sont dans ce suivi-là, et alors en retour, ils doivent aussi avoir des contraintes, et je pense que cette contrainte-là, elle fait partie du jeu. Donc moi, je serais plutôt dans du camp doper un jour, doper toujours. Théo ? C'est un peu compliqué dans le cas de Clémence, c'est qu'elle a vraiment refusé le contrôle en physique. Donc je comprends les gens qui peuvent dire on ne sait pas si elle était vraiment dopée, parce qu'il n'y a pas eu d'échantillon. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Moi, je prends du recul sur le dopage, parce que si on parle que dopage dans le sport, il y en a beaucoup trop. On voit des performances tous les week-ends qui sortent, et en vrai, si on se focus trop sur le dopage, on profite plus du sport. Clémence a purgé sa peine. Moi, ça m'embêterait qu'elle prenne la place d'une fille qui s'est entraînée pendant 3-4 ans pour les Jeux Olympiques à Paris. Après, c'est pas à moi de décider. Comme tu as dit, c'est à la fédération. Bon courage à la fédération. Moi, je serais dans les gradins ou sur le bord de la route pour regarder ça. Et voilà, je me prononce pas sur le dopage. Mais voilà, on a eu les avis. Oui, et je voulais rapidement, juste quelques chiffres, parce que c'est vrai qu'en matière de dopage, il y a eu quand même en France 10 212 contrôles, tous sports confondus, 72 se sont avérés anormaux. Anormaux, ça ne veut pas dire positif à une substance illicite, ça peut être des compléments alimentaires, mais quand même, ça représente moins d'1% des contrôles. Et en athlétisme, juste en athlétisme, il y a eu 1023 contrôles sur ces donc 10 000. Donc en athlétisme, 10% des contrôles totaux sont faits en athlétisme, et il n'y a eu que 5 contrôles anormaux, soit moins de 0,5. Donc voilà, ça représente moins de 7% des contrôles totaux. Voilà, donc l'athlétisme fait partie des sports les plus contrôlés, avec Très le rugby notamment. Allez, on enchaîne, parce qu'on a pris un peu de retard, Johan, pour changer, avec les autres rendez-vous sportifs du week-end, Alexandre. Allez, on démarre avec du basket rapidement. Après 2 semaines de coupure, le RVBC retrouve la Ligue féminine pour la 16e journée. Déplacement sur le parquet de Charnay. Ce sera dimanche à 17h. Autre rendez-vous basket en National 1 masculine, c'est Les Sables Vendée Basket qui reçoit Berck-Rang-du-Flier vendredi à 20h, salle Beau Séjour. De son côté, Chaland sera en déplacement sur le parquet de Vitré. Direction à présent les parquets de handball. Pouzauges jouera à l'Étoile samedi soir face à Saint-Cyr-sur-Loire. Coup d'envoi de cette 16e journée de N1 masculine samedi à 19h. En handball toujours en National 1 féminine, la 16e journée réserve un duel de haut de tableau. La Roche-Vendée handball 5e affronte le leader Bergerac samedi à 20h30 à la salle Omnisport. Et puis en levée de rideau de cette rencontre, l'équipe réserve du RVHB sera de sortie face à Montcoutan. Coup d'envoi à 18h30 toujours samedi. Et puis enfin on termine avec la Martinoyenne qui sera à suivre ce dimanche à Saint-Martin-des-Noyers. 4 formats de course, 3 distances en randonnée à partir de 8h15 au stade René Cousinet. Alors si on veut faire quelques questions de quiz, on va pas avoir le temps de montrer la bande-annonce du visage du sport, mais on peut annoncer déjà de quoi il s'agit. Ce sera Axel Bossis, jeune pongiste vendéen de 14 ans, actuellement au Crêpes des Pays de la Loire, et c'est à retrouver demain après la matinale de TV Vendée à 9h. Pongiste. Plongiste. Oui, Voilà. Plongiste, non. Et donc on termine cette émission avec le quiz. Quelques questions rapidement qu'a préparé Alexandre sur l'athlétisme. Tout le monde joue. Ah oui. C'est parti, première question. Personne ne triche puisque on nous a confié que effectivement Johan jouait au Mystic Gris et trichait au Mystic Gris trichait avant voilà. le début. Allez, on y va. On se remémore sur le 7 janvier dernier les championnats départementaux de cross. Avec quel chrono Anaïs Chevrier s'est-elle imposée? 25-55. C'est moi. Faut que je fais les réunions alors. 22-40. Un tout petit peu moins. Ah, c'est pas loin. On nous a dit que vous étiez très bon 22, Théo, sur les chronos. Ouais, mais pas sur les chronos de cross. Ah, cross, oui. Allez, 22. 22 minutes 18 pour Anaïs Chevrier. Théo, vous terminez premier. Oui. Devant Anthony Guillard. À combien de secondes Anthony était-il? 18 secondes. 18 secondes. Bonne réponse. Tu m'en comptes pas dans l'œil. Allez, une dernière. Une dernière. Allez, qui a remporté le marathon masculin sur les Jeux de Tokyo en 2021? Kipchoge. Bonne C'était réponse. Kipchoge, effectivement. Le chrono. Voilà, il était pas terrible. Enfin, C'était pas un terrible. record. Non. Je Ah pense non, que c'était les pas ça, un conditions record. C'était pas terrible. climatiques étaient pas. J'aurais bien pris, mais J'aurais dire de 4. Un peu plus. 2-5. De 6. C'est un peu plus. Ah ouais. De 8.
De 8, 38 secondes. 32, hein. Ouais, 38. 38. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous rendre visite. Bon plaisir. championnat interrégion de cross dimanche. Bon championnat de France élite sur 3000 mètres à Miramas dimanche aussi. Samedi pour Javod. Merci Johan, à bientôt. Aurélien. Merci Alexandre. On vous retrouve lundi matin dans la matinale pour le journal des sports. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine.